L'OM va moins bien. Faut-il s'inquiéter? Faut-il tout remettre en question? Faut-il déjà tout jeter? Évidemment non. Non, l'OM va moins bien, mais l'OM a pris 7 points sur 12. Alors comme lors de la dernière trêve internationale, on avait fait une vidéo bilan pour savoir comment l'OM allait mieux, pourquoi l'OM allait mieux. Là, on va regarder pourquoi l'OM va moins bien et installez-vous bien parce que on va prendre du recul nécessairement parce que on en a besoin durant cette trêve internationale, mais aussi on va identifier quelles sont les solutions pour que cet OM aille mieux et aille chercher cette place directement qualificative pour la Ligue des Champions. Les amis, bienvenue sur CM Football. Toujours un plaisir de vous retrouver. Vous êtes sur la première chaîne dédiée à toute l'actualité de l'Olympique de Marseille, exclusivement à l'OM. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à me suivre, à venir me suivre parce que vous êtes comme moi, vous n'êtes pas inquiet. Et oui, vous êtes en confiance, le temps, le chemin est encore long. Quel bilan tirez-vous après 7 matchs? C'est la question que je vous ai posée sur Instagram et vous avez été plus de 1500 à répondre aux ventes et 2 tiers d'entre vous estiment qu'il faut garder confiance. Donc je suis plutôt sur un terrain prédisposé à m'entendre avec vous dans cette vidéo, mais on va nuancer parce qu'il reste des zones d'ombre et il faut évidemment répondre à tout ça. Alors le point d'abord, c'est est-ce que l'OM est sur un bon rythme? C'est une vraie question et vous allez le voir, la réponse elle est assez intéressante quand on fait le bilan par rapport à la saison dernière. L'OM a perdu 5 points sur les 2 dernières rencontres. La défaite face à Strasbourg, le match nul face à Angers à domicile, 14 points en 7 matchs, ça fait 2 points par match. On voit le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco devant, c'est pas illogique compte tenu de l'expérience de ces deux équipes. Et puis on voit derrière Reims, Lille, Lens, Strasbourg, Lyon, Nice. J'ai été jusqu'à Nice parce qu'il y a 5 points d'écart et je pense que ces équipes-là, parmi lesquelles Reims qui fait un excellent début de saison, eh ben, ce sont les équipes avec lesquelles on va se battre pour aller jouer la qualification directe en Coupe d'Europe l'année prochaine. Et donc, il va falloir suivre leur calendrier. Maintenant, quand tu regardes la fenêtre globale, eh bien, tu as ces 2 matchs qui sont délicats sur les 2 dernières semaines, mais tu as quand même un bon début de championnat avec 4 victoires sur les 5 premières rencontres. C'est face à Strasbourg et face à Angers où il y a des couacs, évidemment. Et donc, quand tu fais la comparaison maintenant avec la saison dernière et que tu te rappelles que je t'ai parlé de 2 points par match après 7 matchs, ça fait 14 points, on a envie de se projeter. Se projeter sur, ça fait quoi? 68 points à la fin de la saison. Ben regarde la saison dernière, ce qui s'est passé. Le Monaco avait 67 points au bout de 34 journées. Brest avait 61 points après 34 journées. Ça veut dire qu'avec 2 points par match, sur une fenêtre beaucoup plus large, tu dois aller chercher cette place qualificative en Ligue des Champions. Certains vont parler de titres. Comme d'habitude, à cette question, je vous dirais, on se retrouve en mars et on voit où on se situe. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas de question de parler de titre. Et quand tu fais la comparaison aussi avec le début de championnat de la saison dernière, regardez ce qui s'est passé. Monaco et Brest, après 7 journées, étaient leaders du championnat avec 14 points, 2 points par match. L'OM était bien loin, 9 points en 7 matchs, on se rappelle. Mais quand tu sais que Monaco et Brest ont gardé ce rythme jusqu'à la fin de la saison, bah tu te dis que l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, avec 14 points en 7 matchs et avec 2 leaders qui sont en train de se détacher, ce qui est logique, saison avec quasiment le même effectif pour l'AS Monaco, expérience incroyable du côté du Paris Saint-Germain, bah tu vois l'Olympique de Marseille qui fait mieux, plus 5 versus N-1, et est dans le bon wagon, pour moi. Donc évidemment, il y a du spécifique à avoir sur Strasbourg et Angers avec des premières questions qu'on doit se poser, mais la fenêtre beaucoup plus large, la vision beaucoup plus large doit nous permettre de se dire on a un bon rythme pour ce début de championnat et il faut le garder. Ce classement, il a été fait avec les amis d'OM Passion qui ont un suite super intéressant sur les stats et qui est toujours mis à jour. Alors après, il y a un vrai point, un point d'interrogation, c'est que je répète souvent que quand la direction va bien, les jambes vont bien. Quand la tête va bien, les jambes vont bien. Quand la direction va bien, les joueurs vont bien. Et bien là, on a vu une direction qui était un peu nerveuse. Hein, c'est un euphémisme. Un euphémisme, mais le constat est le suivant. Mehdi Benassia a parlé. Pour la direction de l'arbitrage du football français, il a dépassé les bornes. Et donc, il va être suspendu 3 matchs. Est-ce que cette nervosité, elle a un impact sur les joueurs? C'est la question que je vous ai posée hier sur Insta. Et mon avis, c'est que non. Non, et je vais l'expliquer. Vous estimez, donc c'est assez serré, hein, il y a eu plus de 1500 votes également ici. C'est assez serré, 50-50 grosso modo.
Moi, je l'explique de la manière suivante. Mehdi Benassia, il a pris la parole. C'était à la mi-temps de Lyon-Marseille. Il y avait déjà 2 cartons rouges depuis le début de la saison qui avaient été donnés à l'encontre des Marseillais. Et la manière dont Mehdi Benassia a pris la parole, elle peut être remise en question, mais c'est logique. À un moment, tu as envie de défendre tes joueurs. Après cette prise de parole, l'OM n'a pas eu d'exclus face à Strasbourg et on peut se dire que c'est un excès d'autorité de l'arbitre d'exclure Maupay parce que dans la physionomie du match, il aurait pu calmer les esprits, même si on peut se dire aussi de l'autre côté, je comprends que Maupay mérite son expulsion. Et donc, est-ce que la nervosité de la direction a un impact sur les exclus de l'Olympique de Marseille ? Non, pas sur les exclusions. En revanche, sur l'attitude des joueurs, ce manque de sérénité peut-être peut induire les joueurs à avoir des choix particuliers. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est que l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, statistiquement, fait partie des équipes classées 12e à 15e au nombre de fautes réalisées. C'est-à-dire qu'on est dans le dernier tiers du classement en termes de fautes réalisées. Et on a déjà eu 3 cartons rouges. Et 3 sur les 4 derniers matchs. De là à se dire qu'on est parano et de se dire que l'OM gêne depuis que l'OM remonte au classement, il n'y a qu'un pas. Maintenant, sortons de cette paranoïa. On a parlé des exclus de l'Olympique de Marseille. Je trouve que Balerdi, Cornelius auraient pu faire preuve de plus, enfin les arbitres auraient dû faire preuve de plus d'intelligence émotionnelle à leur rencontre. Pour Maupay également, même si c'est plus délicat compte tenu de la physionomie de la rencontre. Mais quand tu vois qu'aujourd'hui, un Dante, c'est pas pour focaliser sur Nice. Dante, il se prend pas de carton jaune sur la faute hier sur Hakimi, mais que Hakimi, pour réaction avec Marquinhos, prennent chacun un jaune, c'est quoi la valeur du carton jaune ? On a aujourd'hui un joueur qui gêne la relance d'un gardien, Neal Maupay, il prend un carton jaune. Et là, on a 2 joueurs du PSG qui viennent parler de manière véhémente avec l'arbitrage. Donc d'ailleurs, je me pose la question de savoir si Marquinhos va être convoqué. Vous me direz. Mais surtout, la faute de Dante, elle mérite jaune. Balerdi, il prend combien s'il fait ça sur Hakimi ? On sera attentif, hein, évidemment, aux 2 poids 2 mesures, mais là, l'exemple, il est frappant. Il n'y a pas de paranoïa ou de supporterisme. On parle du Paris Saint-Germain. Hakimi, il peut voir sa jambe découpée. Donc, il y a un vrai problème d'arbitrage. Et pour moi, la solution, elle vient de la direction de l'Olympique de Marseille. On a moins vu Pablo Longoria dans les médias communiquer en conférence de presse ces dernières semaines. Il doit prendre du recul, je pense, pour gérer de nombreux dossiers, d'autres dossiers. Et tant mieux. Maintenant, j'espère qu'il a, avec son siège au conseil d'administration de la Ligue de football professionnel, un poids pour accompagner une réforme de l'arbitrage et qu'on ait beaucoup plus de sérénité. Ça aiderait grandement l'ensemble du football français. Et pour moi, c'est une des solutions, évidemment. Et il faut que cette sérénité se dégage de la part de la direction pour que, évidemment, les joueurs puissent aller mieux. Alors, il y a un questionnement aussi sur Roberto De Zerbi, parce que la fenêtre qui vient de se terminer, elle se termine sur 7 points sur 12. Donc, le bilan comptable, il n'est pas réellement négatif. On le verra tout à l'heure dans l'inefficacité offensive. Où se situe l'OM sur cette fenêtre au classement, sur ces 4 derniers matchs ? Maintenant, c'est toujours la même chose. Je parle souvent de rythme, de période. Et c'est là que c'est important de voir que l'OM, sur ces 2 derniers matchs, et c'est long quand on n'a pas de Coupe d'Europe, et là, on va se manger 15 jours de trêve internationale et on va garder en tête 1 point sur 6. Voilà. Maintenant, la fenêtre plus large des 4 matchs, c'est 7 points sur 12. Et on peut se poser la question si la victoire à Lyon, elle n'a pas été en trompe-l'œil parce que tu gagnes à la dernière seconde. Si tu fais match nul et que tu vas chercher 6 points derrière, ton bilan comptable, il est meilleur. Maintenant, ce n'est pas le cas. Et on peut se poser la question des changements qu'a réalisé Roberto De Zerbi. Parce que d'un côté, quand il fait les changements face à l'Olympique Lyonnais, honnêtement, au moment où il se fait les changements, perso, je me dis, mais qu'est-ce qui fait rentrer Lirola ? Qu'est-ce qui fait rentrer Ulysse Garcia à ces moments-là, au moment où il les change ? Parce qu'au moment où il fait rentrer Ulysse Garcia, il y a toujours un 0 pour l'Olympique Lyonnais. Et là, on marque, et derrière, il fait rentrer Jonathan Rowe, et on gagne. Donc, les changements, magnifiques, parfaits.
En revanche, à l'inverse, contre Strasbourg, il est moins inspiré de positionner Højbjerg. Højbjerg, défenseur central. Là où Kondogbia a joué défenseur central face à l'Olympique Lyonnais. Et il l'explique par rapport à sa volonté de ne pas avoir 3 joueurs gauchers dans sa défense. J'entends. Je ne comprends pas forcément parce qu'il l'a fait face à Toulouse. Mais peut-être qu'il était obligé de le faire face à Toulouse. Mais j'entends. Derrière, il doit s'adapter de manière permanente. Et il a eu cette phrase très importante la semaine dernière, quand les absents sont ceux qui s'entraînent le plus, jouent le plus et connaissent le mieux le jeu, l'équipe en souffre. Et ouais, parce qu'on n'a pas été épargné par les blessures, ni par les suspensions, c'est clair. Maintenant, lors du match face à Angers, s'il est inspiré de changer Carboni pour Jonathan Rowe, mais c'est la physionomie du match qui l'accompagne à faire ce changement parce qu'on joue à 10, quand il fait rentrer Brassier pour Garcia à 8 minutes de la fin, là, le choix, il n'est pas payant. Il fait rentrer Harit à 2 minutes de la fin sur Murillo. Le choix, il n'est pas réellement payant. Là où tu sais qu'un Lirola, sur les 3 derniers joueurs que j'ai cités, il peut t'apporter cette folie. Et il est en confiance. Là où Brassier et Harit, leur confiance a été un peu diminuée ces dernières semaines. Donc, moins inspiré, c'est pas là qu'on va remettre en cause évidemment ses choix. La question que je me pose, c'est, et parce que je ne comprends pas, mais ça c'est un aspect technique, vous me l'expliquerez peut-être en commentaire, c'est la volonté de mettre Højbjerg axe gauche et Kondogbia axe droit dans son milieu de terrain. Et quand on le voit ici face à Angers, quand on se rappelle comment Rabiot est rentré face à Angers, Rabiot, on l'a toujours vu axe gauche. Alors il avait expliqué en conférence de presse que c'était travaillé, mais il y a évidemment, moi, une volonté de comprendre pourquoi les joueurs ne sont pas sur leur bon pied dans cette organisation du jeu. Loin de moi l'idée de le critiquer, je ne sais pas, je ne comprends pas. Maintenant, la solution pour Roberto De Zerbi, c'est évidemment du temps, mais aussi apporter de la variété, apporter de nouvelles variétés offensives, parce que certains observateurs l'avaient dit, Sampaoli ou Farioli s'était cassé les dents sur les blocs bas français de cette Ligue 1. Là, on l'a vu, face à Angers, bloc bas, volonté dogmatique de travailler en sapin de Noël, mais il n'a pas les latéraux qu'il veut. On verra tout à l'heure la défense. Ça a posé problème. Et on n'a pas eu de cette variété offensive qu'on aurait aimé avoir pour trouver et faire sauter le boulon. Alors après, évidemment, il y a le sujet de la défense. Le sujet de la défense, il est périlleux. 7 matchs, 7 défenses différentes. Il n'y a pas d'automatisme. Et dans cette défense, alors si un Murillo a trouvé sa place à droite, là on voit les matchs à domicile en haut et les 2 derniers matchs à l'extérieur en bas. Rongier, il a fait un aller-retour. C'est la construction du jeu. On sait que le carré magique de Roberto De Zerbi, ce sont ces 2 centraux avec ces 2 milieux de terrain, avec ce double pivot qui évolue évidemment au fur et à mesure de la rencontre. Et on le voit sur les 4 derniers matchs, on n'a jamais eu un double pivot, enfin on n'a jamais eu les 4 joueurs identiques. Et ça pose problème évidemment dans cette construction, parce que cette défense, elle s'ouvre et elle prend beaucoup de buts. Malheureusement, elle prend beaucoup de buts aujourd'hui, et ça pose problème pour l'évolution de cet Olympique de Marseille. Alors après, cette défense est jeune, mais on l'avait vu dans les manques de ce mercato. C'est peut-être le poste, la ligne sur laquelle il manque le plus de joueurs. Alors on a Léo Balerdi qui est en train de revenir, qui va, je pense, s'aérer l'esprit aussi avec la sélection argentine. On va suivre ça, on va voir quel sera son bilan. Mais surtout, il y a aussi Quentin Merlin. Ce sont les 2 hommes de base qu'il a manqué lors de cette trêve de cette fenêtre de 4 matchs. Parce que Balerdi n'a pas joué contre Nice, blessé. Il est revenu contre Lyon, exclu au bout de 5 minutes. Il n'a pas joué contre Strasbourg, et il est revenu contre Angers, où là, il a pu participer à la rencontre, mais ça a été plus délicat, et je ne sais pas s'il était réellement à 100%. Et en revanche, Quentin Merlin, il a loupé les 4 matchs, donc on a hâte de le revoir, lui qui n'a pas été sélectionné avec l'équipe de France Espoir, et c'est une bonne chose pour pouvoir retrouver les terrains face à Montpellier avant le classique face au Paris Saint-Germain. Alors il y a un élément qui ressort souvent ces derniers jours, c'est l'inefficacité offensive. Cet OM s'est retrouvé en difficulté pour marquer des buts.
Il faut reprendre les choses dans l'ordre. D'abord, expliquer qu'en termes de XG, donc c'est les buts attendus de l'Olympique de Marseille par rapport aux frappes réalisées, depuis le début de la saison, l'OM a un différentiel positif. Ça veut dire que l'OM a marqué 16 buts pour normalement 10,5 buts qui auraient dû être marqués. On va dire 11 buts marqués auraient dû être marqués et l'OM en a marqué 16. On le voit dans ce classement. Monaco est en retard, le PSG est en légère avance, mais l'OM sur le top 7 est là, l'équipe qui a le plus de réussite, ou en tout cas le plus converti de buts qu'il n'aurait pas dû convertir. Donc ça veut dire qu'on a été très efficace. Si tu regardes la fenêtre des 2 périodes, eh ben, elle est assez équilibrée puisque les 3 premiers matchs de la saison, on a surperformé en marquant 10 buts là où on aurait dû en marquer 7. Et sur la deuxième partie, et c'est là qu'on voit le classement de l'OM sur la deuxième fenêtre des 4 derniers matchs, l'OM a encore surperformé. Cette inefficacité offensive, elle n'est pas réelle. En revanche, le manque d'occasion que l'on se crée est bien réel. Et donc, quand on a une occasion, il faut absolument marquer quasiment dans n'importe quelle position. Et on a peu d'occasions. Et ça, c'est lié évidemment au système en face, à des adversaires qui ont compris déjà le système de Zerbi. On voit Greenwood qui est pris régulièrement à 2. Mais c'est aussi, de notre côté, à travailler d'autres automatismes pour aller mettre en difficulté l'adversaire. Et devant, on a un matériel incroyable. Devant, on a quand même incroyable dans le sens, attention, je ne vais pas m'enflammer, vous allez me reprendre ça en disant Christophe, calme-toi, mais on a un matériel fourni. Voilà, on va se calmer. Matériel fourni. On a Rowe, on a Wahib, faut qu'il marque. On a Carboni, on a Harit, on a Greenwood, on a Mopé et on a Luis Enrique. Il y a quand même du monde. Et on va devoir frapper de loin. Et c'est ça, en fait, qui manque contre Angers, c'est ce qui nous a manqué. Et ça, c'est un point de détail important que Roberto De Zerbi doit travailler, d'autant plus qu'on a 4 joueurs pour un poste de numéro 10. Alors si Amin Harit vraisemblablement devrait quitter l'Olympique de Marseille au mois de janvier, c'est ce qu'annonçait l'équipe la semaine dernière. Ismaël Koné est encore blessé, et je n'en ai pas parlé en plus. Carboni a eu ses premières minutes, mais à sa décharge, il a encore joué 10 minutes ou 15 minutes à 10 contre 11, donc pas dans le schéma sur lequel on peut attendre de lui, parce qu'il a joué faux numéro 9, et on a Greenwood qu'on a envie de voir en numéro 10. C'est peut-être celui qui fait le plus de différence, même si ce qui est pointé du doigt par les médias actuellement, moi je trouve pas, même s'il y a eu une erreur face à Strasbourg, mais je l'ai vu de mes yeux face à Nice, son travail défensif est pointé du doigt par les médias. Face à Nice, j'ai pas vu le même match parce que moi je l'ai vu vraiment défendre derrière Rongier. Bref, en tout cas, l'OM est dans le dur et au niveau des individualités, ça se ressent. Luis Enrique, Greenwood, Højbjerg n'étaient pas dans les bons contrôles, dans le premier contrôle pour faire les bonnes passes dans la meilleure forme physique avant la rencontre face à Angers. C'est ce qu'a déclaré Roberto De Zerbi, des cadres dans le dur. On le voit, ça tire un peu sur la corde, mais c'est peut-être aussi à cette période de l'année, la préparation physique de cet été qui est en train justement d'être digérée. À nous de prendre le recul nécessaire pour ne pas faire l'amalgame de ce qui a été réalisé l'année dernière. Les individualités souffrent, certes, mais il reste des motifs d'espoir qu'on va voir juste après. Oui, Greenwood a des doutes d'automne, mais il a 23 ans, il apprend à arriver dans un nouveau club, il a à digérer aussi son excellent début de saison sur la première fenêtre. Il n'a pas marqué sur la deuxième fenêtre. Et il va falloir aussi qu'il apprenne à composer avec les défenseurs qui jouent autour de lui. Alors si son jeu était assez stéréotypé face à Angers, et dans mon débrief, c'est ce que j'ai pu pointer du doigt, il va falloir aussi apprendre à être plus polyvalent dans cet offensif marseillais pour qu'on puisse lui trouver des solutions parce que c'est clairement l'homme le plus dangereux de l'Olympique de Marseille. Après, il faudra qu'on joue à 11 contre 11. Alors, parmi les motifs d'espoir, évidemment, il y a Geronimo Rulli parce qu'il y a des solutions à trouver. L'OM va moins bien, mais l'OM ne va pas mal. Et il y a des motifs d'espoir. Il y a 2 motifs d'espoir pour moi qui sont importants. Et le premier, évidemment, c'est Geronimo Rulli. C'est votre satisfaction depuis le début de la saison. J'ai été surpris
du plébiscite, parce que perso, moi, à cette question, votre satisfaction plus depuis le début de la saison, j'aurais dit l'efficacité offensive. Alors peut-être parce que je suis noyé dans les chiffres et que je prépare mes vidéos, etc. Mais c'est vrai que, je vous l'accorde, trouver un gardien qui arrête 2 pénaltys et qui, même si sur Reims, j'ai pu le critiquer sur ses buts encaissés, là, sur Angers, quand je revois la situation, pour moi, le but, il n'est pas pour lui. Le coup franc, il est certes loin au départ du ballon, mais il a un mur et ce mur ne saute pas. Et là, il y a un vrai problème. Pourquoi le mur ne saute pas? Après, il est loin, j'entends. Mais si le mur saute, il n'y a jamais but. Et Rouli est clairement la satisfaction de ce début de saison. Et là, on pouvait attendre peut-être que Roberto De Zerbi fasse des changements avec Des Lange. C'est pas prévu pour l'instant et on verra après la trêve internationale comment ça va se passer justement après le retour de Rouli. Mais il y a ce match à Montpellier où il va retourner dans l'équipe qu'il a fait connaître en Ligue 1. J'ai hâte de voir la suite de sa saison, surtout quand la défense va être plus stable. Évidemment. L'autre motif d'espoir, évidemment, c'est le retour de Quentin Merlin. On ne peut pas minimiser ce retour et on ne peut pas tout lui mettre sur son absence pendant ces 4 derniers matchs. Mais c'est vrai qu'on avait vu un joueur qui apportait énormément. Et si on a moins vu Luis Enrique, c'est aussi parce que Quentin Merlin n'était pas là. Alors Ulysse Garcia a fait un bon match, je trouve, face à Angers. Il a apporté notamment sur le but refusé à Murillo. Mais Merlin, c'est un cran au-dessus pour notre OM de Roberto De Zerbi, je trouve. Et c'est bien d'avoir un Ulysse Garcia en bonne doublure, parce qu'il est fragile, Merlin, il s'est blessé la saison dernière, il s'est reblessé là. Donc j'espère qu'il va revenir et qu'il sera prêt pour le match face à Montpellier, parce que ça peut être vraiment lui, un des game changers, comme Jonathan Rowe de cet Olympique de Marseille. Un Jonathan Rowe qui a une période d'acclimatation superbe. Voilà, moi je reste toujours prudent par rapport à ces jeunes joueurs qui arrivent et qui marquent. On se rappelle de Luis Suarez notamment à Marseille, on se rappelle du tout feu tout flamme Conrad de la Fuente qui avait fait une accélération incroyable face à Bordeaux et avant de s'éteindre. Là on est un cran au-dessus, je trouve, et j'aime bien parce que il applique ce qu'il dit, à savoir le coach me dit je joue là, pas de problème, et il se crée des occasions. Il s'est créé 2 occasions face à Angers, il a marqué un but. Quand il rentre face à Nice, il rate, mais il se crée l'occasion. Quand il rentre face à Reims, il crée la situation avec le poteau pour amener ensuite le but de Greenwood. Quand il rentre face à Lyon, pas besoin d'en parler. Donc, j'aime cet espoir. Est-ce qu'on le verra titulaire? Je ne sais pas encore. Mais c'est bien parce qu'il n'a pas été sélectionné avec la sélection Espoir et il sera pendant 15 jours avec l'Olympique de Marseille. Et puis, je garde espoir sur Eli Wahi. On se rappelle, on a la jurisprudence Pierre-Emerick Aubameyang, toute proportion gardée, évidemment. Mais Eli Wahi dans le dur. Donc, il ne peut pas être beaucoup plus bas. Maintenant, il va falloir qu'il s'adapte au schéma de jeu de Roberto De Zerbi où il y a moins de profondeur. Donc on verra face à Montpellier parce qu'il sera titulaire. Ou c'est Jonathan Rowe, ça m'étonnerait. Mais je vois bien Eli Wahi à Montpellier, titulaire, et il sera temps de voir ce qu'il peut donner face à une équipe qui prend beaucoup de buts, une équipe qui va devoir sortir puisque Montpellier va mal. Donc, on verra comment Eli Wahi va se comporter face à son club entre guillemets formateur, lui qui est passé également par le Stade Malherbe de Caen. Mais pour moi, ça doit rester un motif d'espoir. Alors, les dernières informations pour terminer cette vidéo globale de solutions concernant l'Olympique de Marseille, c'est la trêve internationale avec Højbjerg qui va rejoindre la sélection danoise, avec Kondogbia qui va rejoindre également la République centrafrique. Les Argentins qui sont partis du côté de Miami pour jouer des matchs avec l'Argentine, Balerdi, Carboni, Rouli qui va être titulaire avec l'Argentine, donc on va voir aussi, j'espère qu'il ne va pas se blesser. On a Carboni qui est appelé. Je vous avais dit dans la dernière vidéo, si Carboni est appelé alors qu'il a joué que 10 minutes, des bribes avec l'OM, peut-être qu'il y a quelque chose qui se tramait par rapport à Angers, et il était titulaire. Et j'étais content de le voir titulaire parce que la seule situation qu'on a en première mi-temps, elle vient de lui, sur Greenwood. Et puis Balerdi, qu'on espère évidemment protéger, même si j'aimerais qu'il joue quelques minutes, mais pas trop,
parce que j'ai envie de le voir. Là, il y a 2 matchs qui vont arriver qui vont être très très importants. Merlin, Hérault qui ne sont pas sélectionnés et Ulysse Garcia qui lui est sélectionné avec la Nati, l'équipe suisse qui dispute les matchs de la Ligue des Nations. Donc on va suivre attentivement leur performance. On va suivre aussi ce qui va se passer à Marseille avec Rabiot qui va pouvoir continuer sa préparation physique. Lui qui doit être prêt maintenant pour le match face à Montpellier. Et puis dans les dernières informations, il y a le dossier Pogba. Vous avez été beaucoup. Alors, ouais, vraiment beaucoup à m'en parler, à m'envoyer des messages. T'en penses quoi? Tu crois qu'il peut venir à l'OM? Ça peut être fou. Ouais, évidemment, je dis oui 100 fois Pogba à l'OM. Maintenant, on va laisser le garçon déjà résilier avec la Juve. L'OM, c'est son club en France, visiblement. Est-ce qu'on a les moyens? J'en sais rien. Est-ce qu'on a la place? Bah, vu qu'on a Ismaël Koné, qu'on a Højbjerg, qu'on a Rabiot, qu'on a Kondogbia, qu'on a Rongier... Bon, je pense que vous avez la réponse. On n'a pas la place. Maintenant, faire de la place pour Paul Pogba, oui, mais dans quel état de forme physique? Voilà. Donc, il y a de notre côté, et puis, bien évidemment, il y a de son côté à lui. Hein. Qu'est-ce qu'il en pense? Parce que je pense que sa carrière, soit elle est terminée en Europe et il veut partir aux États-Unis, soit il veut se faire un dernier challenge en Europe et disputer quelques minutes en Ligue 1. Hein. Bon, voilà, ça fait rêver beaucoup de supporters. Maintenant, on va rester évidemment calme, prudent. C'est un non-sujet pour l'instant. Alors, la suite, c'est quoi? La suite, c'est cet Olympique de Marseille qui va se déplacer à Montpellier. On est plus à l'aise à l'extérieur. On est la meilleure équipe à l'extérieur depuis le début de la saison. Avant ce classique face au Paris Saint-Germain, on sera là avec une très, très grosse vidéo. Vous verrez, ça va être sympa. Nantes-Marseille le dimanche également. Et puis la réception d'Auxerre le week-end du 10 novembre. On n'a pas encore la date exacte pour cette rencontre-là. On fera le point la semaine prochaine, je pense, sur le nombre de points que l'Olympique de Marseille doit prendre. Mais évidemment, il y a au moins 9 points minimum à aller prendre dans cette fenêtre-là si on veut rester en contact pour gagner la Ligue des Champions, gagner la qualification à la Ligue des Champions. Je termine cette vidéo avec cette déclaration de Roberto De Zerbi qui avait dit notamment face à Nice: je veux tout, je veux le jeu, je veux les buts, je ne veux pas prendre de buts, je veux la bonne mentalité. Pour redevenir grand, il faut le jeu, il faut la mentalité, c'est le plus dur. La mentalité, je pense que l'équipe de l'Olympique de Marseille, là, à l'heure actuelle, elle est câblée pour avoir cette mentalité. Elle est en train de digérer la préparation. Moi, je garde évidemment une grande confiance. J'ai été bien évidemment déçu de la performance face à Angers, celle face à Strasbourg aussi, mais Strasbourg avait fait beaucoup montrer là où Angers a joué à 11 derrière, enfin à 10 derrière. Mais on est sur un plan à 3 ans. Peut-être qu'il restera que 2 ans, mais j'ai pas envie de le voir quitter cette Ligue 1 au bout d'1 an. Donc moi j'ai grande confiance en Roberto De Zerbi et après j'aimerais comprendre davantage, donc je vais me plonger dans ses tactiques pour comprendre davantage pourquoi il joue avec des faux pieds au milieu de terrain. Mais oui, il y a une équipe qui est en train de se construire et il faut rester calme, patient, prudent et on sera présent tout au long de la saison. Donc allez l'OM, dites-moi vous vos motifs de satisfaction, vos solutions, vos motifs d'inquiétude en commentaire. Évidemment, abonnez-vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis allez l'OM et très heureux évidemment de vous avoir proposé ce nouveau contenu. À très vite les amis. Ciao.